Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en live également sur nos réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage, en replay évidemment chaque jour sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, un deal historique, un partenariat historique entre Nvidia et OpenAI à la hauteur de ce que représente désormais l'IA comme thème d'investissement bien sûr et comme thème de dépenses d'infrastructures, 100 milliards de dollars à terme bien sûr pour booster toujours plus la puissance de calcul pour les modèles d'OpenAI. Le deal a été annoncé hier, a fait réagir les titres, le titre Nvidia entre autres après la clôture des marchés américains. Nous reviendrons bien sûr, ce sera le sujet à la une avec nos invités de Planète Marché dans un instant sur ce thème de l'IA à travers ce deal, un thème qui reste bien en place, il faut le dire, sur les marchés avec des valeurs du secteur qui sont au plus haut, en tout cas pour l'une d'entre elles, Nvidia, bien sûr, une valeur à plus de 5 trillions de dollars de capitalisation boursière aujourd'hui, rappelons-le, et OpenAI qui est la start-up la plus valorisée dans le monde, dans les marchés privés, bien sûr, à hauteur de 500 milliards de dollars selon une dernière estimation réalisée par les équipes de Bloomberg. Plus de détails dans un instant sur ce deal avec Pauline Gratel, plus de détails également sur les mouvements au cours de cette séance en Europe avec le titre Kingfisher qui s'envole et le titre Ørsted au Danemark entre autres qui a bondi aujourd'hui à la suite d'une décision de la justice américaine en sa faveur et qui permettra au groupe d'énergie renouvelable de reprendre le chantier d'un grand projet d'éoliennes offshore au large de Rhode Island. Voilà pour les quelques informations clés du jour sur les marchés. Pauline Gratel, donc dans un instant, vous apporte un peu plus de détails, discussion avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous reviendrons sur les derniers résultats semestriels d'ABC Arbitrage, société d'investissement cotée, bien sûr, à la Bourse de Paris, spécialiste des stratégies d'arbitrage. Et son PDG, Dominique Sévelin, sera l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. À la une, c'est donc ce deal entre Nvidia et OpenAI. Oui, un deal historique et stratégique à 100 milliards de dollars. Nvidia va investir cette somme dans OpenAI pour la construction de data centers d'une capacité d'au moins 10 gigawatts, ce qui correspond à l'équivalent de toute la production annuelle de Nvidia. Ils seront équipés des puces les plus avancées afin de former et exécuter la prochaine génération de modèles d'OpenAI. Dans la foulée de cette annonce, hier soir aux États-Unis, le titre Nvidia gagnait 4% après la clôture des marchés. Oui, et aujourd'hui, le titre ouvre en repli de 2%, porté notamment par le deal. Les indices américains ont inscrit de nouveaux records hier et ouvrent aujourd'hui en ordre dispersé. Le Russell 2000 inscrit un nouveau plus haut à l'ouverture. En Europe, les indices sont en hausse. En France, le CAC 40 gagne plus de 1%, au-delà de 7 900 points, soutenu par ST Microelectronics et les valeurs du luxe. Oui, de belles performances également pour certains titres spécifiques en Europe et notamment pour le titre du britannique Kingfisher. Oui, le titre bondit de près de 20% au meilleur de la séance après la publication de meilleurs résultats semestriels que prévu. Le propriétaire de Brico Dépôt et Castorama annonce également accélérer son programme de rachat d'actions et relève ses objectifs annuels. Et puis autre performance remarquée aujourd'hui, la hausse du titre Ørsted au Danemark notamment qui bondissait de 12% ce matin à l'ouverture. Oui, un juge américain a autorisé la reprise des travaux d'un parc éolien sur les côtes de Rhode Island. Le projet, terminé à 80%, avait été gelé par l'administration Trump le mois dernier. Le secteur de l'énergie est en hausse en Europe. Nordex et Vestas gagnent 3%. Côté macro, les PMI flash préliminaires pour la zone euro notamment ont été publiés ce matin. Oui, le PMI manufacturier ressort inférieur aux attentes et en zone de contraction en septembre à 49,5. Le PMI service est lui supérieur aux attentes et au mois précédent à 51,1
51,4 et le PMI Composite est globalement conforme aux attentes à 51,2 en septembre. Et puis un mot des banques centrales, en attendant jeudi la décision de la Banque nationale suisse et la Riksbank, la Banque de Suède, qui aujourd'hui délivrait une baisse de ses taux directeurs. Oui, une baisse de 25 points de base. Le principal taux directeur passe ainsi de 2 à 1,75%. La Banque de Suède a fait comprendre que les taux allaient rester inchangés pendant quelques temps si les perspectives de croissance et d'inflation n'évoluent pas. La BNS, elle, devrait maintenir un statu quo pour cette réunion et donc maintenir des taux qui sont déjà retombés à 0 en Suisse. Que peut-on dire d'ailleurs des équilibres observés sur les marchés obligataires aujourd'hui, Pauline? En Suède, après la décision, le rendement de l'obligation à 10 ans est stable à 2,65%. Le rendement allemand évolue autour de 2,75%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se stabilise autour de 4,15%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,18. Enfin, l'or inscrit de nouveaux records à plus de 3 800 $. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs? Ce soir déjà, on attend la prise de parole de Jérôme Powell qui va s'exprimer pour la première fois depuis la baisse des taux de la Fed la semaine dernière. Et demain, on regardera l'indice IFO allemand du mois de septembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Pickmal-Prade est avec nous, la présidente de Pickmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Thomas Vett, responsable Fixed Income chez Spirit Asset Management. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Et Émeric Blond nous accompagne également, gérant action chez Taylor Asset Management. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. J'ai mis à la une évidemment ce deal historique, à la mesure des investissements nécessités par le développement de l'IA. Bref, tous les superlatifs sont permis, bien sûr, mais ce deal entre Nvidia et OpenAI qui peut aller jusqu'à 100 milliards de dollars d'investissement pour booster toujours plus la puissance de calcul des modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI en l'occurrence. Que retenez-vous de ce deal? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit aussi du cycle de développement de l'IA et de ces nouvelles générations d'intelligence artificielle en cours aujourd'hui, Émeric? Je pense qu'on est à... Difficile de parler cycle. Je pense qu'on est dans une phase d'investissement assez importante sur l'infrastructure et on voit la convergence entre les acteurs de l'IA et des infrastructures liées à l'IA. On a vu ASML qui s'était rapproché de Mistral, AI. On a vu donc effectivement la Nvidia qui s'était rapproché beaucoup de OpenAI. Et qu'est-ce qu'on avait vu aussi il y a quelques jours, enfin il y a même une semaine, 2 semaines, on avait vu donc OpenAI qui s'était rapproché également de Broadcom pour avoir effectivement accès à des processeurs beaucoup plus designés pour vraiment pour leurs besoins propres. Parce qu'effectivement, une partie des infrastructures sera personnalisée pour les besoins de chacun des hyperscalers ou data centers liés aux différents acteurs de l'IA. Ça, c'est un point important. Et effectivement, les investissements, contrairement à ce qu'on pouvait penser après DeepSeek, se chiffrent encore en dizaines de milliards. Oui. On pensait que DeepSeek allait... Jensen Huang l'avait dit, DeepSeek, ne vous méprenez pas. C'est pas moins d'investissement, c'est pas moins de GPU, c'est plus de GPU à l'arrivée. Oui, parce qu'au final, c'est moins de GPU et moins d'argent à dépenser pour programmer... faire élever une IA entre guillemets. Mais c'est plus de modèles. Mais c'est plus de modèles et ça démocratise l'accès à l'IA. Avant, on était obligé d'investir des dizaines de milliards pour une société pour développer de l'IA. Et là, maintenant, c'est quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Donc, c'est effectivement une généralisation globale du marché de l'IA qui est attendue. Et je pense qu'effectivement, on est au tout début. D'autant plus qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les business models. Personne ne fait d'argent avec de l'IA. À part Nvidia et Broadcom. Je crois que toutes les dernières études qui succèdent sur le sujet nous montrent qu'effectivement, le retour sur investissement est encore très peu présent pour dire le moins. On cherche vraiment comment faire de l'argent et comment l'implémenter dans les produits aujourd'hui. Mais on voit, intéressant, ces rapprochements entre le hardware et le software, ça c'est quelque chose, effectivement, c'est une nouvelle étape. Alors, vous ne dites pas cycle, mais c'est une nouvelle étape dans cette phase de développement. C'est ça. Oui, tout à fait. Et ça veut dire qu'une boîte comme Nvidia, demain, peut être considérée aussi comme une boîte de software ou ça reste quand même des milieux et des environnements différents? Elle fait déjà du software. Nvidia a fait tout un trajet de consolidation de différentes entités, de différentes business units tout au long de son histoire. Ils n'ont pas fait que des cartes graphiques.
Comme on les connaissait beaucoup par le passé, ils ont effectivement construit brique à brique une espèce de chaîne de valeur autour de l'IA, en ayant une espèce de vision un petit peu à moyen long terme. Et c'est aujourd'hui pour ça que Nvidia se différencie et sort du lot. Ouais. Mais Broadcom va arriver derrière, peut-être AMD. Intel, on voit comment ça fait. Grâce peut-être à Nvidia d'ailleurs. Rappelons-nous, Apple avait été sauvé par Microsoft à un moment. Donc voilà, on ne sait pas où tout va tomber, mais comment la poussière va retomber. Mais je pense qu'effectivement, on est encore au début, même si ça fait 2-3 ans qu'on parle beaucoup d'IA. Bon, Nvidia qui devient d'ailleurs une forme de bras armé financier en parallèle de l'administration Trump qui pousse évidemment, j'imagine, plus fort que tout pour que ces géants de la tech américaine ne perdent pas leur leadership. Oui, je pense qu'ils réalisent qu'ils ont besoin. À 5 trillions de dollars de capitalisation boursière, ils ont quand même, j'imagine, des moyens conséquents. Oui, je pense qu'ils réalisent vraiment qu'ils ont besoin d'un écosystème actif, vivant, vraiment sur tout l'écosystème, enfin sur toute la chaîne de valeur. Et on voit les intentions pour rapatrier les outils de production, relocaliser les outils de production qu'aujourd'hui on avait à Taïwan ou au Japon, ou même parfois peut-être un peu en Europe. On voit que les US avant c'était effectivement 6% de la production de leurs semis. Aujourd'hui, l'objectif 2035, c'est 17, 20, 25%. Donc on a des ambitions très claires, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'argent à déployer. À déployer, parce qu'effectivement... À mobiliser. Les usines Intel, quand ils ont voulu monter une Gigafactory en Allemagne, c'était 70 milliards. TSMC, là, ça va être 100 milliards qui vont déployer aux US. Micron, c'était 250 millions pour la DRAM, la mémoire flash. Donc, l'unité, c'est la centaine de milliards. Voilà. Dans ce, il y a de l'argent impliqué. Stargate, c'était 500 milliards. 500 milliards. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais bon, on verra à l'arrivée combien de ces capitaux auront été mobilisés et déployés. Mais pour l'instant, les sommes affichées sont assez spectaculaires. Je me tourne d'ailleurs vers vous. C'est quoi le signal de ce deal pour vous en tant que gestionnaire d'actifs? Mais ce qui me frappe, comme on vient de l'évoquer, c'est qu'on est passé d'une industrie technologique qui justifiait des valorisations importantes parce que c'était faible en intensité capitalistique, à une industrie qui maintenant a une intensité capitalistique très forte. Et ça pose la question effectivement du retour sur investissement, de ces investissements colossaux. Ça pose la question également des valorisations, ce qui veut dire que vous êtes beaucoup plus cyclique que ce qu'on a pu anticiper par le passé. Donc on revient à un écosystème qui est beaucoup plus proche de celui qu'on a connu à la fin des années 90 que celui qu'on avait au début des années 2010. Parce que ces sociétés-là, Alphabet, Meta, Microsoft, avaient des valorisations très fortes parce qu'elles avaient une barrière à l'entrée très importante du fait d'une intensité capitalistique faible et une génération de flux de trésorerie très important. Aujourd'hui, l'équation, elle a changé. Si on regarde un petit peu les chiffres, on rapporte l'investissement par rapport aux bénéfices de ces entreprises. Les investissements représentent à peu près 70%. Si on regarde le top 6 des joueurs de l'IA, 70% des bénéfices avant impôt. Si on regarde, par exemple, la dépense dans la fibre optique qu'on avait pour un acteur des télécoms qui était AT&T en 99, c'était 72%. Et ce sont des chiffres qui sont très importants et qui ont posé à l'époque la question de la rentabilité, et qui pose problème parce que derrière, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une baisse de vos flux de trésorerie disponibles. Alors, on fait de la finance. Le flux de trésorerie disponible, c'est très important parce que c'est l'argent que vous allez vraiment avoir à disposition après dans vos caisses. Eh bien, à l'époque, en 99-2000, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir du Q4 99, vous avez une baisse des flux de trésorerie disponibles pour les acteurs des télécoms, qui étaient à l'époque les leaders, c'était France Télécom, AT&T, de la cote. Et aujourd'hui, pareil, si vous regardez les flux de trésorerie disponibles pour Alphabet, Amazon, Meta, ils étaient en baisse de 60% pour Alphabet et Amazon au Q2, 25% pour Meta, ce qui est logique, quand vous dépensez beaucoup, vous avez moins de cash disponible. Et bien derrière, on sait ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est un signal très fort qui est donné au marché, aux investisseurs. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que malgré tout ce bruit, depuis le début de l'année, on en parlait tout à l'heure, mais finalement, le Nasdaq, les acteurs de la technologie ne sont plus les leaders du marché action. Les leaders du marché action, ils sont ailleurs cette année.
ils sont en dehors des États-Unis, en dehors de la technologie. Donc il se passe quelque chose en souterrain, même si tout ça fait beaucoup de bruit, comme quand on a eu les fusions AOL, Time Warner, on parlait de contenant contenu, enfin, on parlait du fait qu'il n'y aurait pas assez de fibre optique pour tout le monde. Enfin bref, après, on a eu beaucoup trop de fibre optique, il y en avait partout, et tous ces problèmes ont disparu. Mais ça a continué quand même à faire la une des journaux, alors qu'à l'époque, en 2000, on aurait dû attacher beaucoup plus d'importance à l'entrée de la Chine dans l'OMC. Et le marché de Shanghai qui a largement surperformé pendant 7 ans, à partir de 2000, beaucoup plus que les Cisco, les Intel, les AOL, les Time Warner, qui faisaient à l'époque la une des journaux. On est dans ce moment-là, là. On est au 4e trimestre 1999, là, moi, Céline. J'en suis Parce que quand on met en relatif la performance de la tech chinoise, par exemple, depuis le début de l'année, il se passe quelque chose de différent. Voilà. Donc il y a des endroits du marché où il se passe quelque chose de différent. Il faut être attentif, il faut voir que effectivement, aujourd'hui, le marché qui surperforme très largement les autres indices, il y a une classe d'actifs dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'or, quand même, qui surperforme très largement. Donc, il se passe quand même quelque chose dont on parlera. Mais sinon, sur les marchés actions, le marché qui surperforme très largement, c'est le marché chinois. Alors que tout le monde n'arrêtait pas de dire c'est un marché qui n'a pas d'avenir. Eh bien, apparemment, il a l'air de se passer quelque chose sur un marché qui est peu cher, sur lequel les attentes sont faibles et sur lequel, finalement, les rentabilités sont supérieures au coût du capital. Donc, on parle de flux de trésorerie. On fait de la finance à la fin. Donc, quand vous avez des taux 10 ans qui sont à 1,7% et que vous avez une rentabilité du capital qui est supérieure à 1,7% des dividendes qui sont importants, mais ça attire des capitaux. Le marché commence à en prendre conscience. On s'était vu avant l'été, je crois, vous rentriez d'ailleurs d'une conférence, je ne sais plus si c'était Shanghai ou Singapour, vous nous aviez raconté l'Asie telle que vous la voyez régulièrement chaque année, Céline, mais autour de vous, la communauté des investisseurs est encore pessimiste, sceptique vis-à-vis de cette hausse des actions chinoises dans les portefeuilles. Je n'ai pas l'impression qu'on soit au niveau, même si la Chine d'ailleurs représente pas grand-chose par rapport à son poids économique dans les indices actions mondiaux, j'ai pas l'impression que les gestionnaires d'actifs soient déjà ne serait-ce que neutres par rapport à ce que doit représenter la Chine dans un indice benchmark. Tout à fait. Alors sur un benchmark, la Chine, on devrait être à 3-4%. Action A plus action H. Aujourd'hui, si vous regardez le top 40 des gérants actions internationales, on est à 1%. D'accord. Donc on est très largement sous-pondéré sur la Chine par rapport à ce que ça devrait être dans un benchmark. Et pour autant, comme vous le disiez, la Chine, c'est 20% du PIB mondial en parité pouvoir d'achat. 15% pour les États-Unis en parité pouvoir d'achat. C'est juste un effet tech. Ce qui tire les actions chinoises, c'est alors DeepSeek le 20 janvier dernier, plus la révélation évidemment que ces boîtes-là sont très rentables, génèrent un free cash flow conséquent, etc. Ou est-ce que c'est plus que la tech, la seule tech chinoise là Alors il y a plus que ça. Il y a effectivement Tencent, Alibaba, Baidu qui tirent la cote indéniablement. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est l'involution. Donc c'est le gouvernement chinois qui met un petit peu la pression sur les entreprises en disant on arrête un petit peu la déflation, la baisse des prix, et on essaye de faire en sorte qu'on soit dans une compétition un peu plus sereine, un peu plus saine, c'est la concurrence, qui donne un appel d'air pour les fournisseurs et pour tout un écosystème d'entreprises qui était vraiment sous pression en termes de marge. On les laisse respirer, et ça a créé un appel d'air pour un certain nombre d'entreprises industrielles. La concurrence improductive, ça devient négatif et contre-productif, en l'occurrence pour l'objectif de prospérité commune. Donc on va rationaliser un peu tout ça. Tout à fait. 200 ou 250 constructeurs automobiles, ça n'a pas de sens, même pour un pays comme la Chine. Voilà, donc on a un petit peu un appel d'air pour ceux qui étaient sous pression, ils respirent un peu mieux. Mais donc ça fait de l'appel d'air. Oui, ça fait un appel d'air changement peut-être structurel d'écosystème qui est plus sain. Et puis après, deuxième effet, effectivement, le bénéfice de DeepSeek. Parce que, on en parlait tout à l'heure, mais dans la vraie vie, dans la réalité, pour des entreprises comme Tencent qui font des jeux vidéo, ça leur permet de rentabiliser beaucoup mieux leurs jeux auprès des utilisateurs. Et donc, on a des chiffres de croissance qui sont très importants. Donc, des chiffres de croissance très importants, quand on n'attend rien, forcément, ça fait un cocktail explosif pour les cours de bourse. On va en venir à l'obligataire et au taux et à la Fed, Thomas, mais encore une question quand même pour les gérants, pour les gérants actions. Non, mais oui, comment vous comprenez effectivement ce vrai redémarrage des actions chinoises? Et puis, il y a la Chine, mais l'Asie dans son ensemble, et la Corée du Sud, le Kospi a vu l'indice Kospi s'envoler ces derniers mois. Le Topix ou le Nikkei sont toujours sur des niveaux historiquement élevés, au Japon en l'occurrence.
Comment vous regardez ça dans le paysage global des actions, justement, Émeric, là? Je pense qu'au niveau de l'Asie, il y a une forme de dissonance cognitive, en fait, par rapport au niveau de perception. Les investisseurs, ils voient l'Asie aujourd'hui à travers le prisme des ETF. Parce qu'ils ne vont pas de manière discriminée sur les petits pays, les petits tigres asiatiques, etc. Ils vont même pas en Chine en ce moment, parce qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe en Chine. Parce qu'effectivement, sur les politiques, mise en place économique de soutien à l'économie, on a plus eu des plans de sauvegarde de certains secteurs, bancaires, immobiliers, que des plans de relance de la consommation. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on attend, parce que la plupart des entreprises européennes et américaines qui sont jugées sur la base de leurs publications, parce qu'elles seraient exposées au marché chinois, bah pour l'instant, les publis, elles sont un peu dégueulasses. Pardon, elles sont pas terribles. Vous pouvez vous permettre. Elles sont vraiment pas terribles. Et on voit les valeurs du luxe, dans l'auto, dans l'industrie, etc. Tous les acteurs qui font du business en Chine. Oui, ce qui rapporte, c'est pas en ce moment, ça reste médiocre au minimum. Absolument. D'accord. Donc, je pense qu'il y a un phénomène effectivement de flux passif via les ETF et l'allocation tactique, où il y a certains secteurs qui effectivement sont vraiment mis en avant, avec une concentration des flux, et on retrouve quelques magnifiques en Chine, qui effectivement portent aussi pas mal la cote. Ouais. Puisqu'on parle de dette aussi avec vous, Thomas, la dette émergente, là, et notamment quand on regarde la sphère asiatique, alors ça nous amènera peut-être à parler de la Fed, avec la première baisse de taux depuis décembre 2024, la baisse du dollar, etc. Mais c'est des vents porteurs, y compris dans votre classe d'actifs, pour des actifs émergents, de la dette émergente, en l'occurrence. Ouais, c'est ça. C'est une classe d'actifs qui est quand même au centre de l'attention, avec un dollar qui s'est aussi affaibli, des banques centrales qui ont des émergents qui ont. Bon, je mets le Japon de côté, enfin pas émergent, mais je mets l'Asie Pacifique hors Japon. D'accord. C'est des banques centrales qui ont monté les taux avant, quand il y a eu de l'inflation, qui les ont baissés aussi avant, quand l'inflation a décru. Donc, ils ont un temps d'avance sur les banques centrales occidentales. Donc, effectivement, c'est des thématiques d'investissement qui sont assez intéressantes, et avec des spreads qui restent, malgré tout, dans l'environnement actuel de spreads de crédit extrêmement bas, que ce soit en zone euro, aux US, et un peu même dans chaque pan de rating, il y a une dispersion qui est très faible. Donc, il y a très peu d'opportunités aujourd'hui, à mon sens, sur le crédit traditionnel. C'est une belle alternative. Ouais. Bon, sur la Fed, alors, comment est-ce que vous avez compris le message délivré par Jérôme Powell la semaine dernière, et partant d'une première baisse de taux qui en appelle quelques autres, Jérôme Powell le reconnaît lui-même, c'est une risk management cut, une baisse de taux assurantielle, mais il reconnaît qu'il y en aura quand même d'autres derrière. Quel est le principal risque pour une banque centrale comme la Fed aujourd'hui ? Ce sera la grande question, ce sera combien et le timing, la séquence. Donc là, la première baisse de 25 points de base, elle était complètement attendue. Je pense que le premier enseignement qu'on peut tirer à ce stade, c'est que la Fed navigue un peu aussi à vue. Là, ils ont fait repasser la thématique de l'emploi, c'est normal, avec 4 mois de création d'emplois assez faibles aux États-Unis, à peu près 27 000 créations d'emplois par mois en moyenne sur les 4 derniers mois. C'est très faible par rapport à ce qu'on a connu avant. On pourra peut-être discuter après de ce taux neutre qui a peut-être évolué, ce taux neutre qui ne fait pas monter le taux de chômage, mais ça, on pourra peut-être y revenir. C'est faible, c'est normal, ça demande un réajustement. Donc les 25 points de base sont normaux. L'enseignement qu'on peut tirer aussi, c'est que le vote a été de 11 contre 1. Il y a eu un seul dissident. Le dissident, celui-là, on l'attendait sans problème. Son entrée au sein du board. Et il aurait pu être beaucoup plus dissident que ça. Il avait voté pour 50 points de base. On aurait pu s'attendre même à plus. Honnêtement, je pensais qu'il aurait fait 75 points de base. 75 pour marquer un peu l'histoire. Voilà. Mais il n'a pas été suivi par Bowman et Waller, par exemple, qui avaient été dissidents du FOMC précédent, et qui ont un discours quand même assez dovish. Encore Bowman, tout à l'heure, a eu un discours honnêtement assez proche de celui de Miran, pas dans les projections de taux, mais dans la lecture de l'économie. Donc, c'est, je pense, une bonne nouvelle ou un bon message qu'envoie la Fed en étant assez unie dans ce moment où la Fed est un peu attaquée sur son indépendance par Donald Trump. Miran, on va dire, c'est un peu, je vais pas dire le cheval de Troie, mais un peu l'émissaire de Trump qui rentre dans le board. Mais les 11 autres votants de ce meeting-là sont restés unis. Après, ça n'empêche pas des dissensions, j'imagine. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il y a, comme tous les 3 mois, le DOTS qui est sorti, donc le nuage de points qui donne chaque membre, donc les 19 membres de la Fed, donc 12 votants plus 7 réservistes, appelons-les comme ça, qui se prononcent. Il reste 2 meetings cette année, en 2025.
la médiane est encore à 2 cuts, mais cette médiane, c'est 9 c'est ça. qui disent 1 ou moins, et 10 qui disent 2 ou plus avec Miran, on va dire qu'on exclut un peu, mais 10 qui disent 3 cuts et 9 qui disent... C'est une médiane fragile. Moins. C'est une médiane qui est très fragile, c'est presque 50-50, clairement. Et donc, le range sur 2 meetings va de une remontée de 0,25, un membre qui a voté ça, et Miran qui vote des taux en dessous de 3. Donc 150 points de base quasiment de différence sur la politique monétaire à horizon 3 mois, 2 meetings. Énorme. Donc c'est énorme. Après, Ça promet forcément de la volatilité sur les marchés de taux américains. Ça promet de la volatilité, surtout que le marché, à mon sens, a un peu frontrunné, un peu surréagi, a anticipé ce que la Fed pouvait délivrer. La Fed donc admettons qu'on prenne cette moyenne de 2 cuts cette année, la médiane de l'année prochaine, c'est 1. Donc on serait sur 3 cuts globalement à venir sur horizon 1 an, un peu plus. Le marché, il en est à 5. Donc le marché a suranticipé, à mon sens, ce qui peut se passer. La problématique inflationniste est toujours là et on n'a pas encore vu, à mon sens, les effets inflationnistes de la politique tarifaire de Trump. On a commencé à les voir un petit peu dans le PPI de juillet. Ça aussi, c'est un point que je trouve intéressant. Le PPI de juillet qui est ressorti, je pense que vous l'avez vu, à 0,9, révisé à 0,7. Donc, c'est un PPI donc, assez élevé. Et prêt à la production. Et prêt à la production, les prix voilà. En amont des prêts à la consommation. C'est ça. Alors, en amont ou pas la question. Mais souvent en amont, effectivement. Sachant que avril, mai, juin, c'était quasiment pas d'importation aux US. Donc c'est normal que les PPI ne remontent pas. Par contre, il y a eu un gros mois de juillet sur les importations. Ils avaient utilisé tout leur stock qui avait été fait globalement de octobre à mars. Ça avait stocké très fort aux US. On avait vu les importations monter très fort avant les tarifs. Derrière 3 mois où il ne se passe rien. Derrière le mois de juillet, beaucoup d'importations de nouveau. À mon avis, les stocks qui étaient au plus bas. Donc un PPI qui ressort haut. On n'a pas encore les chiffres d'importation du mois d'août, mais le PPI est ressorti quasiment négatif au mois d'août. Donc, à mon avis, il y a quasiment eu très peu ou pas d'importation au mois d'août. Et donc, à un moment donné, quand il faudra reconstruire les stocks, ça va continuer à monter. Pour le moment, les entreprises utilisent leur marge. Mais jusqu'à quand les entreprises américaines, vous l'avez vu avec ce que vous disiez sur la tech, c'est pas des enfants de cœur. Ils vont pas prendre tout sur leur marge. Et donc, à un moment donné, ça devrait se retranscrire dans les CPI. J'entendais, c'est une estimation, mais que 40% pour l'instant des hausses de tarifs a pu être passé, j'allais dire, à des consommateurs ou des utilisateurs finaux. Ça veut dire que 60% n'a pas été passé encore aujourd'hui. Il reste à faire. Donc, le message de la Fed, c'est à terme, oui, toujours un soutien pour le marché action. Est-ce que c'est un problème si jamais la Fed ne délivrait pas autant de baisses de taux que ce que le marché anticipe aujourd'hui? On se retrouve à nouveau dans cette situation où, on l'a vu ces dernières années, le marché peut anticiper 6-7 baisses de taux quand la Fed, au final, n'en a jamais délivré dans l'intervalle de temps que le marché anticipait ces dernières années. Aymeric. Oui, c'est vrai que traditionnellement, statistiquement, historiquement, qui dit baisse de taux dit hausse des marchés actions. C'est clair. Mais aujourd'hui, ça ne s'est pas vraiment respecté. On a vu des cycles, des séquences de taux hauts avec des marchés haussiers. Et on a vu des séquences de baisse de taux avec des marchés baissiers. Du coup, je me méfie un peu de la statistique liée à l'ancien monde. Et je préfère voir un petit peu les choses de manière un peu détachée et plutôt traiter des sujets un petit peu plus proches du terrain, publication des sociétés, perspectives, etc. Et ne pas trop m'attacher à la partie macro-éco, qui aujourd'hui est vraiment très chaotique, crée de la volatilité. Et on voit qu'aujourd'hui, par exemple, la Fed, on l'a vu, est fortement politisée, fortement sous pression politique. Et clairement, la Fed, aujourd'hui, si elle a baissé les taux, c'était contrainte et forcé, parce que, à mon avis, la pression politique était telle qu'elle ne pouvait plus résister. C'est déjà un poids important dans la prise de décision de la Fed. Je pense, oui. Ce poids politique. Oui, absolument. D'autant plus qu'effectivement, les sièges sont renouvelés régulièrement. Et Trump grappille au fur et à mesure des terrains à chaque fois. Donc voilà, mais non, moi, je ne mise pas sur des baisses de taux pour une expansion des marchés. Mais c'est vrai que oui, il y a eu des précédents récents où, quand la Fed s'est mise en branle à la baisse, on a eu des séquences assez haussières de marché, 10, 15, 20%. Et de taux aussi, de taux longs. C'est ce que vous rappeliez aussi tout à l'heure, Thomas, quand la Fed cut de 50 BP en septembre 2024.
on voit tout de suite les taux longs repartir en direction des 5%. Je pense qu'on est un peu dans la même séquence. À voir comment évolue le marché de l'emploi, mais on est un peu dans la même séquence. L'année dernière, emergency cut de 50 points de base en septembre. Pareil, en plus, la même raison, sous fond l'emploi, toujours, qui se dégrade. Derrière, ça s'améliore, l'inflation repart à la hausse. Le 10 ans est passé de 3,80 à 5, quasiment, hein, un peu en dessous, en quelques mois. Là, 4%, 4,15 sur le 10 ans américain, même si la Fed délivrait ce que le marché attend. Donc retourner à des taux directeurs à 3% à horizon 1 an, ça fait une pente de 100 points de base, un peu plus de 100 points de base. C'est globalement la normale. Et la normale dans un environnement où le déficit est normal, ce qui ne sera pas forcément le cas avec la politique de Trump, et où l'indépendance de la Fed n'est pas attaquée, ce qui est actuellement pas le cas du tout. Non. Donc attention aux parties longues de courbe US à ces niveaux-là. Voilà, dès qu'on voit un peu de réaplatissement, tout de suite, c'est un mouvement de repentification qui peut suivre. Le gros du mouvement, à mon sens, sur les taux longs, est déjà derrière nous. À moins, je mets de côté le gros mouvement baissier. Oui, c'est ça. Voilà. Revenir à 4% sur le 10 ans américain, vous dites on a fait le chemin. Il n'y a pas de raison d'aller plus bas. Je suis d'accord. D'autant plus qu'effectivement, vous en parliez, c'était les barrières tarifaires. On n'a pas encore vu l'impact. Et ça, pour le coup, c'est fortement inflationniste, notamment pour le consommateur américain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne s'est pas répercuté encore dans les prix. Parce qu'il y a eu pas mal d'exceptions qui ont été faites sur la santé, sur les semis, sur l'auto, etc. Sur différents matériaux de base. Donc aujourd'hui, on ne voit pas. Mais quand ça va arriver, c'est vrai que ça pourrait faire mal. Et je pense qu'effectivement, Trump a voulu faire plein de choses en même temps. et un peu trop de choses en même temps. Et qu'il a, effectivement, il a fait converger des calendriers qui étaient un petit peu opposés. Il voulait faire baisser les taux, il voulait des barrières tarifaires ou gagner un peu d'argent là-dessus, ou rectifier certains problèmes liés à l'OMC. Mais effectivement, les deux mesures sont entrées en collision frontale. D'ailleurs, ça permet de faire le lien entre tarifs et la Chine. Pour revenir à vous, Céline, sur le fond de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Enfin, je veux dire, la situation est reportée en permanence grâce à ce système de trêve, de délai, etc. Alors sur la partie tech, oui, effectivement, il peut se passer des choses, mais sur l'aspect guerre commerciale Chine-États-Unis... Non, effectivement, il y a un jeu qui a été calmé de façon assez nette, notamment avec... ce chantage aux terres rares, aux métaux rares. Mais de façon, si on élargit un peu le spectre pour la Chine, on a vu qu'il y avait une baisse des exportations vers les États-Unis entre le mois de juin et le mois d'août. Mais globalement, on a une augmentation des exportations de la Chine vers le reste du monde. Donc globalement, les exportations sont en hausse de 6%. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est moins américain-centré pour la Chine, et qu'ils exportent très largement vers l'Afrique, l'Asie, les pays émergents, qui représentent plus de 60% de leurs exportations. Et les États-Unis et l'Europe, c'est 25% des exportations chinoises. Tout le monde fait du commerce avec la Chine. Donc on a un centrisme très européen dans notre façon américain centré ou centré sur les pays développés quand on analyse le monde, qui est pas forcément aussi valide que ce qu'il aurait pu être il y a 25 ans, quand on regardait les marchés. Aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus vaste que uniquement les États-Unis et l'Europe. C'est ça qui est quand même très, très intéressant. Et pour revenir sur le débat qu'on avait sur la Fed, ce qui est quand même intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une impression de papier globalement important, que ça soit en Europe ou aux États-Unis. Et la question que ça pose, c'est la valeur du papier-monnaie. Et c'est pour ça que quand même, je voulais qu'on en reparle un petit peu, on a quand même cet or qui va à 3800. Donc il y a quelque chose qui se passe sur le marché qui devrait nous alerter. À la fois, on paye des boîtes. Parce qu'on se dit, mais ça c'est peut-être bien que le marché action monte un petit peu, c'est peut-être bien, mais dans quelle devise, dans quel papier vous avez cet argent? Donc il va falloir quand même se poser la question, parce que on voit que globalement dans les démocraties, on n'a pas tellement envie de serrer, de dépenser moins d'argent. Pour la consolidation budgétaire et fiscale. On ne veut pas que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Personne ne veut serrer la vis. Si vous ne serrez pas la vis, la seule solution, c'est de continuer dans le quoi qu'il en coûte et dans les dépenses. Et donc, comment on profite de la hausse de l'or quand on gère un fonds action global comme vous Eh bien, on peut acheter des minières.
Donc après, pour les personnes qui nous écoutent, on peut acheter de l'or. Donc ça, c'est toujours, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Parce que on me dit l'or a beaucoup monté, mais l'or a monté par rapport à quoi? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, l'or, ça représente entre 3 et 4% de la richesse mondiale. D'accord. Parce que, on le disait tout à l'heure, l'IA, 500 milliards, 1 trillion, enfin, on a perdu un peu la notion des chiffres. Donc, comme on perd la notion, tout a des zéros en plus. Voilà, donc ce n'est que 4 à 5% de la richesse mondiale, on va dire l'or. C'était entre 20 et 25% de la richesse mondiale entre 1970 et 1980. Donc, est-ce que c'est beaucoup? Ça a beaucoup monté en chiffres, voilà, on va dire 3008, c'est plus que 1500, d'accord. Mais comme tout a monté à côté, c'est pas Et non on plus n'en tant que ça. produit pas tellement Et plus. on n'en plus. Ah bah, C'est toujours assez la fixe. production d'or est assez n'augmente pas. fixe, stable. Elle est stable. Donc vous avez une demande qui augmente pour quelque chose dont la production Malgré est la hausse finie. des prix, la production n'augmente pas. explose pas. Ah ben c'est pas possible. De toute C'est façon, pas possible. non, Oui, c'est la limite physique. C'est Ouais, physique. je comprends. Et l'exploration, si vous explorez aujourd'hui, si vous commencez pour dans 10 ans ou dans 15 ans, donc c'est pas pour Et maintenant. donc le tracking Donc, des voilà. valeurs minières Donc- orifères par rapport à la hausse des cours de l'or, plus 40% en dollars. Et donc, effectivement, sur les minières, cette année, on a une très bonne performance. Ouais. Donc, je crois qu'on est plutôt à plus 75%. Ça fait mieux que la Ça fait performance de mieux. l'or métal. Voilà, mais c'est normal, parce que tout à l'heure, on parlait des flux de trésorerie des Oui. entreprises. Et ça, c'est très important. Vous voulez avoir des flux de trésorerie qui progressent. Eh bien, les minières ont des flux de trésorerie qui explosent, forcément. Parce que vos coûts, ils augmentent Oui, pas à ils la sont même fixes. vitesse Ouais, j'entends. que les revenus. Donc, on a une explosion des profits de ces entreprises qui est extrêmement important, une rentabilité qui explose. Les ROE, les marges opérationnelles supérieures à 30% pour les minières, c'est très fort. Et elles n'ont pas fait les erreurs qu'elles avaient faites dans les années 2000, c'était de trop dépenser en investissement. Justement, on en revient toujours à cette problématique. Quand vous avez beaucoup d'argent, qu'est-ce que Ah vous ouais. dites? Tiens, je vais dépenser Je vais en investir. investissement. Ouais. Et quand on investit beaucoup, on investit mal, au mauvais moment. Et derrière, ça a un impact sur les flux Et donc financiers. l'or ou les Donc là, minières, aujourd'hui, c'est c'est- pas juste de la couverture, c'est un vrai Ah, là, thème c'est un d'investissement. vrai pour thème vous. d'investissement parce que Ouais. si vous enlevez l'étiquette, c'est des sociétés qui ont des ROE très importants, des flux de trésorerie qui augmentent et des valorisations très basses parce qu'on doit être à 13 fois pour les minières, les bénéfices. Ah ouais. Donc vous avez encore, à mon sens, beaucoup de hausse à prendre. Bon, et c'est Donc, un thème d'investissement allez-y. pour les Voilà. banques centrales aussi, Thomas. Ouais, bien L'or. sûr, C'est ça, La ça devient un Chine, actif de réserve ouais. qui a toute sa place. On voit, la Chine fait que monter ses réserves d'or et diminue ses détentions de treasuries. La Chine, c'était le deuxième détenteur de treasuries derrière le Japon. Maintenant, le deuxième détenteur, c'est le UK. C'est plus la Chine. La Chine diminue depuis 3-4 ans assez fortement ses détentions de dette US au profit de l'or, peut-être entre autres, mais surtout au profit de l'or. Et donc, oui, bien sûr, c'est une thématique banque centrale, évidemment. Bon, la baisse de taux de la Fed, si on y revient avec vous, Thomas, qu'est-ce que ça implique pour les autres banques centrales, alors du G7 ou des émergents? Est-ce qu'il y a un risque de désynchronisation? Vous évoquiez le Japon tout à l'heure sans en parler, mais Ouais. justement, la Banque du Japon est en train de préparer peut-être une prochaine hausse de taux. Ce sera peut-être pas, c'était pas à l'occasion de ce meeting, ce sera peut-être à l'occasion du prochain. Et puis surtout, à essayer d'aussi dégonfler un peu son bilan. C'est ça, donc il y a un peu un découplage Ouais. de la séquence des banques centrales. Aux États-Unis, on en a parlé. Au Japon, ils sont remontés à 0,50. Ils n'ont pas bougé ce coup-ci, mais allez, vu Il y le a la discours, tentation de le faire il y a la encore. tentation de le Ouais, faire ouais, bien sûr. sur la fin d'année de 25 points de base. Le vote, c'était 7 contre 2. Il y en avait quand même 2 qui étaient pour remonter les taux dès ce meeting-là. Et ils ont annoncé aussi la réduction de leur détention d'ETF. Bon, ça reste une réduction ultra progressive, c'est 0,05% par an de leur stock. C'est vrai qu'à un vraiment- moment, ils détenaient 50% des ETF Ouais, actions voilà. japonaises. C'est ça. Ah oui, c'est La moitié du marché, C'était monstrueux. Mais ils vont commencer à le réduire, mais de manière Oui. ordonnée. Oui. Il n'a pas annoncé un séisme à ce niveau-là, et le marché d'ailleurs n'a pas trop secoué à ce niveau-là. En Europe, le gros effet, à mon sens, retour à 2%. Ça peut aller un petit peu plus loin. 2-3 baisses de taux de la Fed, ça ne fera pas bouger la BCE plus que ce que... Ça dépendra des prévisions de croissance. À ce stade, je pense pas. On verra la politique tarifaire sur certains pans, comme le disait Émeric. Sur la pharma, c'est pas encore très clair ce qu'ils vont faire. Si Trump remet un peu plus de tarifs sur la pharma, ça impactera sûrement assez fortement peut-être la croissance européenne. Et là, peut-être qu'il pourrait délivrer
une baisse en plus, ou peut-être encore deux, pas cette année. Hein. Cette année, s'il y en a encore une en décembre, c'est le maximum. Peut-être encore une l'année prochaine pour descendre à 1,5, mais ça ira pas beaucoup plus loin, hors catastrophe. Après, toutes les tendances que vous avez un peu évoquées, même avec la Chine, la Chine qui exporte un peu plus dans le reste du monde par rapport aux États-Unis, c'est assez déflationniste, ça, pour le reste du monde. Mettez les États-Unis de côté, mais c'est assez déflationniste. Donc, cette problématique inflationniste, aujourd'hui, je mets le Japon encore une fois de côté, qui en a un petit peu, mais ça, c'est uniquement aux États-Unis. L'Europe, il y a plus grande chance de voir une inflation repartir. La croissance, est-ce qu'elle est en Europe? Les plans de relance allemands et peut-être d'autres pays joueront un petit peu, mais il n'y a pas un potentiel monstrueux, à mon avis, à ce niveau-là. Donc, la Banque Centrale Européenne, elle est bien où elle est contente. Maintenant, elle pourra aller un tout petit peu plus loin s'il faut, mais elle ne suivra pas la Fed. Un mot au passage, Thomas, de la situation de la France, qui est une situation très spécifique, très identifiée évidemment, mais aussi très isolée par rapport au PAC européen. Quand on regarde les spreads en général, la team euro a jamais été aussi soudée, en tout cas quand on a connu notamment l'épisode de la crise souveraine. La France est un outlier. Mais il n'y a pas de contagion aujourd'hui de la France vers le reste de la zone euro et de pays qui pourraient être encore fragiles. À l'inverse, la périphérie, si on peut encore l'appeler comme ça, Italie, Espagne, Portugal, Grèce sont en train de se faire upgrader niveau rating, sont en train d'améliorer tout leur ratio financier globalement. Les spreads versus l'Allemagne sont quasiment au plus bas sur toute cette ex-périphérie. La France, on a 80 points de base, on est au plus haut. Et c'est faire, c'est notre place. Alors, c'est faire, c'est la perception du marché actuel. 80 points de base, si on compare rating-rendement, c'est pas encore notre place, parce qu'on est mieux raté encore que l'Italie, que la Grèce, que l'Espagne. On est 30 points de base de spread en plus, mais actuellement, il y a une vraie problématique budgétaire et on ne va pas parler de politique ici, mais qui est extrêmement compliquée. La nomination du nouveau Premier ministre, pour le moment, ça va, mais ça va, pour le temps que ça va durer, il va falloir trouver une solution. Donc on juge sur pièce, quoi. Donc on juge sur pièce. Et il faut aussi juste rappeler, la France, à 10 ans, c'est au-dessus de la Grèce en termes de rendement. Et encore plus parlant, à mon sens, à 10 ans, on peut se dire, OK, les incertitudes sont fortes. À 2 ans, le rendement du 2 ans français est aussi au-dessus de 25 points de base du 2 ans grec. Donc les incertitudes, elles sont et à court terme et à long terme. Voilà, c'est quand même assez notable. Bon, petit tour de table sur ce qui guide vos investissements là, dans les maisons que vous représentez. Aymeric, chez Taylor Asset Management, là, c'est quoi les idées phares que vous avez aujourd'hui, notamment dans l'univers action? On n'a pas parlé des actions européennes, mais est-ce que c'est un terrain intéressant, justement, par rapport à ce qu'on a décrit du marché américain ou de l'Asie qui surperforme, mais qui reste peut-être difficile d'accès pour bon nombre d'investisseurs ou de clients? Ben oui. Action européenne. De toute façon, on n'a plus trop le choix à la fin. Action européenne, oui, toujours un. Et ça paye, on est content des performances. Oui, on est content des performances. La dernière saison de publication était plutôt pas mauvaise. Les attentes vont s'améliorant pour le S2 2025. 2026, ça devrait aller encore mieux, si tout va bien. On fera un peu mieux que zéro de croissance bénéficiaire cette année, quand même? Oui, peut-être. Je m'engage pas. Je sais pas. Ça fait 3 ans qu'on est à zéro, mais c'est pas grave, le marché monte quand même. Mais voilà, c'est possible. Mais la vérité, c'est que voilà, on a une décote US-Europe, clairement. Là, je ne veux pas parler de flux ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a une décote de 30% en Europe par rapport au marché européen, au marché américain. Si on descend encore un peu plus bas sur les small et mid, on a les small et mid se payent avec une décote de 5%. Historiquement, les small et mid se payent avec une prime de 17%. Donc, quand on accumule toutes ces différentes décotes, il y a quand même de la place pour une expansion boursière. D'autant plus qu'aujourd'hui, le marché européen est pricé pas pour la perfection. Il est pricé avec une consommation un peu faiblarde, une BCE qui prend pas des décisions. C'est pour la médiocrité. Voilà, exactement. des banques centrales qui savent pas sur quel pied danser, des budgets qui sont pas encore très bien votés, etc. Comme un gros CDS un peu balbutiant pré-crise financière, où la France serait plutôt du mauvais côté et l'Italie aussi. Mais non, je blague. Mais non, mais on va s'en sortir. Mais il faut vraiment que, effectivement, là aujourd'hui, on paye la décote politique liée à la France française. Je pense que ça a un gros impact sur la perception des investisseurs américains. Céline? Alors, donc moi, j'ai 3 idées. La première, c'est les émergents.
Donc ça doit être à peu près 50% pour nous d'un fonds Action internationale, notamment avec la Chine, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi le Brésil, pour les raisons évoquées par Thomas, parce qu'effectivement, on avait des taux d'intérêt qui étaient très importants donc un potentiel, vu que l'inflation est faible, quoi, 15% de baisser les taux. Voilà, c'est ça. Donc on a un potentiel, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la bourse brésilienne est en hausse de 17% cette année. Voilà. Donc, les émergents... Et le réal tient face au dollar. C'est ça. Le dollar baisse face au réal. Tout à fait. Donc j'ai des devises qui peuvent être fortes, j'ai des pays qui sont sous-détenus, sur lesquels il n'y a pas eu de flux, et des valorisations intéressantes, donc ça me semble très intéressant. Deuxième idée, sur les pays développés, ça reste le Japon d'un point de vue domestique. Là, complètement différent. L'idée, c'est qu'effectivement, vous avez une reprise de l'inflation, pour le coup. La reflation japonaise. Reflation, vous ne pensez pas que j'entendrais ça de mon vivant. les sociétés. Oui. Après 30 ans, les salaires montent, c'est quelque chose de fou. Et donc, les sociétés domestiques japonaises en profitent. Donc là, on a des sociétés qui sont sous-valorisées, sous-détenues, intéressantes, avec des profits qui ont de la croissance à 2 chiffres. Troisième idée. Et troisième idée, les minières. D'accord. Voilà. Les milliards. Thomas, sur l'aspect dette et crédit. C'est compliqué, parce que vous le disiez tout à l'heure d'un mot, les spreads sont au plus serrés à peu près partout, là. C'est ça, les spreads sont plus serrés. Après, les fondamentaux restent bons. Donc, pas de problème à acheter du crédit. Les courbes crédit sont moins pentues que les courbes étatiques. Donc, même si on est un peu prudent sur la duration, on peut rester sur du crédit plutôt court qui paye toujours correctement. Après, une petite idée contrariante, allez, pour terminer, on a parlé de budget de la France. Moi, un trade que j'aime beaucoup en ce moment, enfin que j'aime beaucoup, un trade auquel je crois, je trouve qu'il y a du retard, c'est la dette UK. Le 10 ans UK à 4,70 aujourd'hui, moi je le trouve attractif. Ça se paye, ça s'achète. Ça s'achète parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont déjà dedans. On verra le budget de Rachel Reeves le 26 novembre, mais elle n'aura pas le choix, à mon sens, de faire quelque chose, on va pas parler d'austérité, mais quelque chose qui va rassurer, qui va rassurer un peu les marchés. Et aussi dans le pricing de marché, on a dit, le marché a complètement pricé les cuts de la Fed, même plus qu'anticipé à mon sens. En Europe, il n'y a plus grand-chose qui va se passer. Au UK, le marché ne price quasiment plus de baisse. Je comprends. Donc, il y a encore ce put de la Banque centrale UK qui pourrait baisser les taux, la BEE, et le déficit qui pourrait, à un moment donné, les aspects de déficit se calmer. Donc, à suivre le UK, toujours un laboratoire très intéressant, évidemment. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Céline Picmal-Prade, Aymeric Blon et Thomas Vett étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Et nous recevons ce soir le PDG d'ABC Arbitrage qui vient de publier ses résultats semestriels. Dominique Séolin, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. On se voit régulièrement, 2 fois par an globalement, pour commenter vos résultats qui portent donc sur le premier semestre 2025. Alors pour l'histoire, c'est le 61e semestre consécutif dans le vert pour ABC Arbitrage, avec un return on equity annualisé en moyenne supérieur à 15%. Et exactement. Depuis 30 ans. Plus de 30 ans maintenant, voilà. Félicitations aux équipes d'ABC Arbitrage pour cette constante. Il y a quand même encore des constantes dans ce monde. La particularité de ce semestre, quand même, c'est que ça a été un semestre de forte activité pour vous et de forte activité bénéficiaire, puisque le résultat net a doublé par rapport à la même période l'an dernier, oui, Dominique. Tout à fait. Alors, si on décrit rapidement notre activité, où on apporte de la liquidité, plus il y a de la volatilité, plus il y a de demandes de liquidité. Et il faut reconnaître que là-dessus, Trump nous a bien aidés avec, depuis à peu près fin février jusqu'à à peu près mi-mai, une volatilité qui passe au-dessus de sa moyenne historique, sensiblement, avec même un pic sur les 10 premiers jours d'avril qui approche les 50%, autour de 50%, un peu plus haut, un peu plus bas. Donc la séquence Liberation Day, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Entre le 2 et le 9 avril, exactement, avec que tout le monde a bien senti. Le monde tremble. Voilà, pour avoir des ordres de grandeur, en fait, le marché a perdu 10% en quelques jours. C'est fait partie des gros décrochages historiques du S&P 500, surtout avec les market cap actuels, les valeurs boursières actuelles. Et donc, on a retrouvé ça la dernière fois au moment du Covid. Enfin, de la Covid, parce que je trouve que c'est féminin en plus. De 5 ans après, vous avez... de la Covid. Et donc, quelque part, c'est quand même pas si courant que ça. Et on peut considérer que ça a été quand même brutal. Ce qui a été spectaculaire, ça a été la reprise du marché aussi. Exactement. Beaucoup d'investisseurs m'ont dit, parce que c'est 10% plus de baisse. On est allé, je crois, juste du pic au creux jusqu'à quasiment 19% de baisse pour le S&P 500, je crois, Dominique, qui a été effacé en quelques semaines. On était au bord du bear market. Tout ça a été balayé en quelques semaines.
pour des analystes ou des gérants seniors que j'écoute, c'est quasi historique. Oui, alors c'est deux choses intéressantes, je pense. Rapidement, d'abord, pourquoi c'est remonté? Parce qu'il y a eu un moratoire sur les tarifs douaniers. Hein. Pourquoi ce moratoire? Il y a 3 hypothèses qui ont été évoquées par les journalistes, les économistes. La première, c'est qu'il y a une tension sur les taux américains qui a inquiété l'administration américaine, parce qu'effectivement, vous savez que... Les fameux 5%, quoi. Voilà, exactement, un peu plus même au-dessus de ça, donc il faut bien les financer, en particulier sur les taux longs. Deuxième élément, probablement des sondages qui étaient vraiment très mauvais, y compris dans le camp de Trump, qui n'étaient pas bons, enfin donc des tensions dans le camp du président Trump. Et puis le troisième point, que nous, on a pu entendre aussi discuter, lu quelques articles, c'est le fait que les banques américaines étaient très inquiètes, parce que les financements qui se font à travers d'effets de levier, donc avec des emprunts, il y a du levier, et quand les marchés baissent, il faut faire des appels de marge, donc récupérer de l'argent chez les clients. Et là, on était au bord du truc pas sympa, et on voulait pas revivre un Lehman bis, quoi. Donc un 2008 bis. Donc il est possible que ces 3 éléments cumulés, lequel a été prépondérant, je ne sais pas. Sans doute un mais peu bon, voilà, trois, ça a calmé un peu le jeu. Je me refais la séquence et j'ai en tête une interview de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui effectivement sert un peu de déclencheur à Trump. Jamie Dimon qui dit maintenant il va falloir faire des deals, hein. Il faut arrêter aussi. Bah oui, parce qu'en fait ça fait réfléchir. C'était l'inquiétude, c'est qu'il y a un effet domino en fait qui se déclenche sans fondamentaux. Donc volatilité effectivement sur cette séquence là de quelques semaines entre février et mai, volatilité et volume aussi. Les volumes ont bondi aussi pendant cette période, c'est ça qui explique aussi cette exactement. performance. Sur le semestre dans son ensemble, on a une hausse à peu près de 27% des volumes par rapport à 2024, près de 40% par rapport à la moyenne 10 ans. Donc un bond des volumes, essentiellement, vous avez raison, concentré sur la période de volatilité. C'est assez classique, hein. Qui dit volatilité dit généralement hausse des volumes, et là, ça s'est vu de manière majeure. Ouais. Et donc, pour les performances de vos stratégies phares chez ABC Arbitrage, exactement. Sur cette séquence-là, oui, les stratégies sont bien adaptées, appropriées à ce genre d'événements de marché, on peut le dire. Je crois que vous avez bien compris l'histoire d'ABC. Force de bien m'expliquer, ça rentre. Qui dit volatilité, dit effectivement résultat en hausse, hein, puisqu'il y a plus de demandes de liquidité, et on va pouvoir, nous, faire notre métier quelque part. Et donc, augmenter sensiblement les résultats. Pour donner les ordres de grandeur, on a à peu près sur un tiers des mois, hein, donc mars-avril, 33% du semestre, hein, de 2 mois sur 6. On a fait à peu près 60% du résultat du semestre. Donc, pour faire des ordres de grandeur, 2 tiers des mois égale 1 tiers des mois, égale 2 tiers du résultat. D'accord. Donc, c'est vraiment un déséquilibre classique qu'on connaît dans les périodes de forte volatilité locale, comme mars 2020 et des années comme 2022, et puis des années antérieures, 2016, 2008, des choses comme ça. On voit bien qu'il y a des mois qui sont prépondérants grâce à la volatilité. Ce qui est intéressant, vous l'avez bien dit, c'est le côté extrêmement local de ce choc. Et je reprends mon image favorite de la pierre qu'on lance dans le sable et plus dans l'eau. Hein. C'est typique des périodes de banque centrale et de gouvernance par les hommes politiques et les banques centrales autour de problématiques mondiales, hein, comme de ce type-là. Et donc, effectivement, la volatilité, les mauvaises nouvelles comme ça, il y a 20 ans ou 15 ans, on aurait vu de la volatilité qui aurait probablement perduré beaucoup plus longtemps et un choc de marché qui aurait été beaucoup plus long. Là, vous l'avez très bien dit, en quelques semaines, on avait récupéré la plupart du drawdown qu'on a connu au moment du choc du mois d'avril. Ouais. On parle beaucoup de la politisation des banques centrales ou de la perte d'indépendance, toute proportion gardée d'une banque centrale comme la Réserve fédérale américaine. Enfin, il y a une corrélation avec le régime de marché. Une banque centrale moins indépendante, c'est moins de volatilité. Est-ce qu'à terme, ça peut générer plus de volatilité aussi si le marché a du mal à croire les décisions d'une banque centrale comme la Fed? Vous avez tout à fait raison. Alors, je fais un peu... parfois, je me sens un peu comme dans l'histoire de Pierre et le loup, à force de crier au loup et ça n'arrive pas. Quand finalement ça arrivera, on ne croira toujours pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a un problème d'indépendance des banques centrales qui peut se poser, malgré la défense des banques centrales qui se disent indépendantes. C'est qu'en fait, nos démocraties reposent quand même sur des endettements significatifs. Les États-Unis étant le chef de file, mais pas que. Hein. La France, on en parle récemment dans les médias. Hein. Et donc, effectivement, si les taux restent élevés, c'est un handicap fort pour nos démocraties pour se financer. Et donc, forcément, il y a un dialogue constructif, sinon frictionnel, entre des impératifs qui peuvent paraître contradictoires, des injonctions contradictoires, c'est-à-dire une inflation qui n'est pas complètement gagnée, mais même s'il y a quand même une grosse partie du travail qui a été fait, et puis le besoin chronique de s'endetter et donc d'avoir les taux les plus bas possibles. Donc oui, je pense que ça peut, d'une part, freiner les volatilités, on l'a vu depuis 10 ans, hein, c'est flagrant, on a une baisse
de la volatilité moyenne sur 10 ans par rapport à des périodes 20 ans ou 30 ans. Donc on a perdu 2 à 3 points de volatilité. C'est énorme parce que ce n'est pas un indicateur tout à fait linéaire, donc c'est beaucoup. Et d'autre part, on voit bien la génération de chocs locaux beaucoup plus violents, puisque les valorisations sont très élevées. Quand il y a un problème et qu'on perd en crédibilité, c'est ce que vous disiez, si les banques centrales perdent en crédibilité, alors le choc peut être extrêmement violent, on l'a dit, plus de 10% sur quelques jours. Bon, et donc à l'issue de ce premier semestre, vous communiquez aussi sur les tendances du début de deuxième semestre. On est déjà revenu, alors je ne sais plus si c'est anormal ou normal, ce que vous dites, ça fait 10 ans que ça dure, mais on revient sur des cycles longs à des niveaux de volatilité qui sont inférieurs aux moyennes historiques. Oui, c'est ça. Donc si on prend la moyenne 10 ans, qui elle-même est en baisse, je viens de le dire, par rapport à des moyennes 20 ans ou 30 ans, on est retombé en dessous de la moyenne historique, pas aussi fortement qu'en 2023 ou encore pire en 2017 ou 2016, mais il y a une forte chute de la volatilité et c'est vrai que les vents sont un peu moins favorables pour notre activité. Charge à nous de faire les développements nécessaires, mais bon, c'est un autre sujet. Oui, bien sûr. Oui, bah, le nouveau plan stratégique arrive, ce sera l'objet de la présentation qui sera faite en mars 2026 à ce sujet-là. Juste un mot d'un autre paramètre important pour vous dans les métiers d'arbitrage, c'est tout ce qu'on appelle les opérations sur capital, les fusions-acquisitions, le M&A, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là? On avait peur que Trump bloque un peu tout. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a quand même des deals qui se font aujourd'hui? Globalement, là aussi, on peut revenir sur des chiffres. Factuellement, le nombre d'opérations M&A annoncées et en vie est globalement stable par rapport à 2024. Une petite baisse sur les market cap des opérations en cours, mais bon, moins 12% de mémoire, donc rien de très violent. Par contre, c'est vrai que les gérants, j'allais dire, qui travaillent sur le M&A au mois de mars et avril ont passé, je pense, un sale moment. Ça s'est vu dans les décotes de marché. C'est-à-dire il y a un décrochage par rapport au prix cible proposé par le prédateur. Les marchés ont eu peur que ça casse des deals ou que ça pose des problèmes de valorisation. Et donc, il y a eu effectivement une petite tension. Chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ce n'est pas une activité qui a été ultra contributrice au premier semestre. Mais là encore, c'est très classique. Qui dit beaucoup de volatilité dit que ce type d'activité est moins contributrice. A contrario, quand la volatilité se calme, généralement, cette activité reprend un peu le flambeau. Bon, vous travaillez, j'imagine, en ce moment à votre futur plan stratégique 3 ans qui sera présenté, je le rappelle, en mars 2026. C'est quoi la grande idée qui guide ces travaux aujourd'hui, Dominique? Alors d'abord, la grande idée, on le met un peu dans le communiqué de presse, dans le dernier paragraphe. C'est vrai qu'on a besoin de continuer à progresser dans les environnements où les paramètres sont défavorables. Résilience quand les vents sont contraires pour vous. Quand il y a de la volatilité, non seulement on est performant, mais on a vu en mars-avril un effet turbo des travaux qui avaient été menés lors des plans stratégiques précédents et du plan stratégique en cours, c'est-à-dire qui s'appelle Springboard 2025. Et donc, c'est vrai que l'effet positif de la volatilité, on l'a. On a même construit un effet turbo, ça c'est ultra bien et bravo à toutes les équipes pour le travail. C'est quoi l'effet turbo? Ça démultiplie encore. En fait, c'est difficile de donner le montant, mais en gros, je pense qu'on a sur mars-avril, on a gagné 20 à 25% dans cet effet turbo par rapport à ce qu'on aurait fait avant ces plans stratégiques. Je comprends. Un ordre de grandeur. Je comprends. Par contre, c'est vrai qu'on voit que la résilience dans les moments plus défavorables, on a du mal à faire monter ce point bas récurrent. C'est plus difficile en tout cas, même si on a progressé, on l'avait déjà dit un peu au mois de mars. Ça me semble une progression qui est encore insuffisante et qu'il faut remettre sur le tapis de l'innovation et de la créativité pour le prochain plan stratégique, c'est indéniable. Et puis le deuxième point, c'est de continuer à miser de manière, j'allais dire, mesurée, mais motivée sur la gestion pour compte de tiers. Nos fonds qu'on a remodelés en 2024, de nouvelles formes de fonds mieux adaptées à la demande des clients, ont des très bonnes performances en 2025, depuis 3 ans, quasiment 10% tous les ans. Et en particulier en avril 2025, où certains de nos concurrents, ou même certaines gestions, ont beaucoup souffert du décrochage. Nous, on avait des fonds qui ont produit des performances entre 6 et 10%, rien que sur le mois d'avril. Et donc, c'est une activité qui a sa place aujourd'hui chez ABC Arbitrage. Premier critère indispensable de la performance. Sans performance, pas de commercialisation. Et puis, on a une équipe commerciale en place. Les deux, ensemble, on espère bien que ça finira par payer, mais c'est une des déceptions du plan en cours. Et clairement, on est un peu attaqué sur cette déception, c'est vrai. On en a eu l'occasion d'en parler, je crois, la dernière fois que vous étiez venu, Dominique. Merci beaucoup, Dominique Séolin, qui était avec nous à la faveur de la publication des résultats semestriels d'ABC Arbitrage.